et bienvenue sur Choisis ton orientation avec Le Figaro étudiant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'ESA, l'École supérieure d'agriculture, disponible à Angers, sur le thème suivant: intégrer une école supérieure d'agriculture, est-ce forcément pour devenir agriculteur? Avec moi, pour discuter et répondre à l'ensemble de vos questions, Christophe Naudin, directeur du programme ingénieur. Bonjour Christophe. Bonjour. On a également Hélène Rongeau, directrice des programmes licence et master. Bonjour Hélène. Bonjour à vous. Et Thibaut Le Chevalier, chargé de recrutement étudiant. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Thibaut, ça va être à vous pour la présentation générale. Allez, allez-y, quand vous voulez. École supérieure d'agriculture est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Nous sommes situés à Angers. Venir à l'ESA, c'est donner du sens à ses études, découvrir les enjeux de l'agriculture urbaine et périurbaine, de la transition numérique, la transition environnementale et également la transition alimentaire. L'ESA, c'est une cinquantaine de formations, du bac+2 au bac+8 en passant par l'école d'ingénieur. C'est des formations dans 7 domaines qui sont le paysage, l'horticulture, l'agroalimentaire, la viticulture, l'onéologie, le marketing, gestion et l'environnement. Ce sont nos 7 grands domaines d'études, ainsi que la production animale. Merci Hélène. Je t'en prie. J'ai envie de dire, on est une école qui est conviviale, dynamique, mais surtout qui est une école à taille humaine. On a un B2 parmi lequel, enfin on a 3 B2 avec lequel on a 320 étudiants qui sont engagés. C'est une vingtaine d'associations sportives et culturelles et plus de 80 événements inter-écoles. On a également une dimension internationale très importante. On se situe premier au niveau du classement du palmarès de l'usine nouvelle en 2019 sur notre dimension internationale dans les écoles d'agroalimentaire et d'agronomie. C'est une ouverture sur le monde avec une expérience hors du commun, j'ai envie de dire. C'est 150 universités partenaires un peu partout dans le monde, des stages internationaux, des séjours d'études, mais également des intervenants, aussi bien enseignants qu'étudiants au sein de nos campus. Ça permet vraiment une diversité des profils au sein même de nos écoles et surtout de nos formations. Venir à l'ESA, c'est être au cœur des enjeux agricoles, environnementaux, numériques et agroalimentaires d'aujourd'hui et de demain. C'est vraiment ça, nos axes stratégiques à l'ESA. Merci beaucoup Thibaut. Alors, on va passer un petit peu sur les admissions, comment intégrer votre formation, vos formations. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu indiquer les différents points d'entrée et à qui s'adresse chaque formation que vous proposez? Alors, on peut dire qu'on a 3 points d'entrée pour un jeune bachelier ou préparant son baccalauréat, on en est là. On a une offre évidemment école d'ingénieur en 5 ans. Mon collègue pourra détailler un petit peu les conditions d'admission. On a une offre plus technique et filière avec des BTS agricoles, que ce soit en production animale, agronomie, technico-commerciaux, aménagement paysager, etc. Et nous avons aussi une nouvelle offre, une offre de bachelor, qui est donc un cursus qui ouvrira en septembre 2021, en 3 ans, un cursus généraliste, généraliste en agriculture, bien évidemment, on reste sur notre cœur de compétences. Un cursus en pédagogie active, les étudiants sont mis face à des problèmes à résoudre et à des projets à mener. Et aussi un cursus qui se propose de les emmener à l'international sur un cursus de 3 ans. Voilà nos 3 offres quelque part pour le jeune titulaire d'un bac en juillet prochain. Et pour préciser sur le programme ingénieur, donc on est sur un programme qui existe depuis la création de l'école, qui est un diplôme d'ingénieur agronome, c'est-à-dire généraliste dans les sciences du vivant en dehors du médical et de la santé, et qui est un diplôme avec un cursus en 5 ans, donc dit à prépa intégrée, avec un recrutement privilégié post-bac, et puis beaucoup de possibilités d'admission intermédiaire en cours de cursus, en début de 2e, début de 3e et début de 4e année. Alors en BTS, on peut peut-être faire un petit focus aussi sur les modalités,
puisque notre caractéristique, c'est que nous avons notre propre CFA. Donc, nous accueillons tous les ans entre 200 et 250 apprentis en BTS dans une offre de 6 BTS. Donc, évidemment, on a des admissions sur leur motivation, leur premier métier imaginé. On a leur niveau, bien évidemment, et aussi un fort accompagnement pour les aider à trouver une entreprise, puisqu'une grande partie de nos apprentis, de nos BTS sont en apprentissage. Même si on déploie de l'apprentissage à d'autres niveaux, c'est vrai que c'est une caractéristique de nos 6 BTS en apprentissage et 3 BTS en formation initiale. Donc voilà, il y a un choix aussi, je pense, de modalités, et notre fort contact avec les entreprises et le tissu socio-économique fait qu'on a pas mal d'offres et qu'on accompagne tout à fait nos candidats et les jeunes à trouver leur premier employeur quelque part, qui sera un employeur qui leur apprendra à travailler sur le terrain et qui les accompagnera tout le long de leur cursus de formation pour arriver bien évidemment au même diplôme que les autres. Et c'est quelque chose que vous retrouvez également au sein du cursus ingénieur, puisque la possibilité de l'alternance, l'apprentissage est offerte à partir du début de la 3e année. Et on a ainsi entre 25 et 33% de nos diplômés qui ont suivi à un moment de leur cursus une pédagogie de l'alternance. C'est quelque chose qu'on maîtrise bien, qui fait partie de nos valeurs. La pédagogie qui s'inscrit dans le terrain, qui part du terrain pour remonter aux connaissances et construire les compétences. D'accord. On s'inscrit sur Parcoursup pour pouvoir intégrer l'ESA? Oui, tout à fait, pour l'ensemble des cursus, que ce soit le BTS en formation initiale ou en apprentissage, le bachelor et l'école d'ingénieur. Vous nous retrouvez à partir de notre nom d'école et évidemment également à partir des mots-clés tels que agronomie, agriculture, agroalimentaire, environnement. Est-ce qu'au-delà du background académique, au-delà des compétences qu'on peut avoir avant d'entrer, est-ce qu'il y a un étudiant type, un caractère à avoir pour intégrer vos formations et faire les métiers dont on va parler bientôt d'ailleurs? Alors, pour un BTS, c'est souvent un jeune qui connaît déjà un petit peu les filières agricoles, hein, puisqu'il a déjà un choix à faire, par exemple, entre production animale et production végétale. Donc, c'est des jeunes qui ont déjà un tropisme vers un certain type de production. Ça peut être, mais qui soit du milieu agricole au départ, et quelquefois pas du tout, hein. On a aussi des élèves qui aiment bien la nature, qui aiment bien le contact avec l'animal, qui aiment bien ce genre de choses et qui se projettent assez dans des métiers de terrain. En bachelor, on a certainement des étudiants plus généralistes, peut-être déjà moins imprégnés des filières agricoles, qui les connaissent peut-être au départ un peu moins bien et qui ont besoin de curiosité. Mais j'ai envie de dire qu'on aime les élèves curieux, on aime les élèves qui ont envie d'apprendre des tas de choses. Et je pense que déjà, ça, c'est le profil qu'on aime bien et on aime beaucoup ce profil-là aussi en ingénieur. Oui, le profil de nos étudiants, alors en ingénieur, c'est quelqu'un qui se projette forcément sur un diplôme à 5 ans, qui s'en sent l'envie et les capacités. C'est d'abord quelqu'un de passionné, hein, parce qu'on est les secteurs auxquels on forme, c'est d'abord des métiers de passion, et c'est d'abord une passion pour tout ce qui touche au vivant et la volonté de construire sa carrière professionnelle et donc du coup ses études autour de ses passions et de pouvoir y exprimer également ses valeurs personnelles. Donc pour ingénieur, c'est une très grande majorité de bacs généraux avec une couleur scientifique affirmée, bien entendu. Également quelques bacs technologiques qui nous rejoignent et qui peuvent s'épanouir avec grand plaisir au sein de nos promotions. Pour terminer sur les admissions, comment justement vous décelez cette passion? Comment vous faites le tri entre les passionnés, les moins passionnés, ceux qui sont là pour des bonnes raisons et d'autres peut-être par opportunisme? Ah, ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile. Il y en a chez qui c'est assez clair, mais il faut aussi se dire qu'à 17 ans, c'est difficile de se projeter sur son futur métier pour certains. Moi, j'ai envie de dire,
quand déjà il y a un petit peu d'énergie, d'envie et de curiosité, et notre posture, c'est de dire qu'on donne sa chance aux jeunes. Après, finalement, assez peu se trompent, puisque on voit en BTS, on voit assez peu d'étudiants démissionner au début. Alors, en bachelor, on n'a pas commencé, donc je ne vous dirai rien pour l'instant. Mais je pense que si on regarde, on voit dans nos premières années, ou en tout cas dans notre premier semestre, assez peu de gens qui s'en vont finalement. Alors, bon, est-ce qu'on les décèle tous très bien? Peut-être qu'on ne peut pas dire ça, mais en tout cas, on n'a pas tant. On a en BTS, pratiquement personne ne part dans les premiers mois, et en ingénieur, pas très peu aussi. Oui, oui. La caractéristique de l'ESA, c'est qu'il y a forcément une formation dans le champ du vivant qui vous correspond, puisque vous pouvez avoir des formations, telles qu'on vous l'a expliqué tout à l'heure, très, très ancrées dans la réalité, qui permettent très vite bien d'être sur un métier, sur un secteur tout de suite, et puis des formations plus généralistes qui laissent le temps d'affiner son projet, de construire et de s'orienter. Du côté du programme ingénieur, on a les 3 premières années qui se construisent comme un socle commun de connaissances et de compétences, et qui permettent à la fois de constituer le socle scientifique solide propre à un futur ingénieur, mais également d'explorer tous les secteurs et les métiers des différentes majeures que l'on propose sur les 2 dernières années. On en propose 7 qui correspondent à autant de secteurs de carrière et de belles opportunités de carrière autour de l'agroécologie du végétal, autour des productions animales, autour de l'environnement, autour de l'alimentation, autour également de la viticulture, œnologie, et puis autour des marchés internationaux et du conseil aux entreprises. Et donc ça fait du coup beaucoup de richesses qui permettent de personnaliser un parcours, mais aussi d'avoir le temps, puisqu'il y a 3 ans, pour préciser, changer ou bien confirmer son affinité pour un secteur et un métier. Et puis avec ingénieur, c'est la force d'un diplôme généraliste, c'est-à-dire que ces majeurs permettent de se construire sur la fin du cursus au plus près des attendus du monde professionnel, et donc de très très bien s'insérer dans le marché de l'emploi, mais dans le même temps, ça permet aussi de construire des carrières qui ne sont pas rectilignes, qui ne sont pas enfermées dans un secteur, et donc de pouvoir au gré des opportunités, faire des inflexions de carrière qui seront toujours très très riches pour nos anciens. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que l'offre de formation de l'école telle qu'elle se construit actuellement permet aussi aux jeunes d'évoluer dans sa réflexion. C'est-à-dire qu'on a conscience que c'est difficile, que tout le monde n'arrive pas à être tout à fait à l'endroit qui lui convient la première fois, mais on sait qu'on peut dire à un BTS qu'à certaines conditions, il pourra aller plus loin. On sait qu'on peut dire, voilà, il y a des possibilités, on n'enferme pas nos élèves dans un chemin tout tracé dès qu'on le trouve la première année, après son bac. Il va faire des choix et nous, on sera capable de l'accompagner, de lui donner des conditions aussi pour passer d'un endroit à l'autre. Toutes les voies ne sont pas ouvertes n'importe comment, mais un étudiant qui se dirait, moi, je ne suis pas sûr que je veux faire 5 ans, on peut lui proposer un bachelor en 3 ans où il pourra s'arrêter, où il pourra continuer, pourquoi pas. On lui laisse ce choix et ce temps pour réfléchir. Un BTS qui est très technique au départ, à certaines conditions, on peut l'accompagner pour lui dire, bah voilà, si tu en as le potentiel, si tu en as la volonté, et si, voilà, on peut t'accompagner pour aller plus loin. Ce n'est pas parce que tu es là en BTS que tu t'arrêteras en bac+2 ou bac+3. Par contre, cet accompagnement, c'est évidemment, c'est quand même l'élève qui est central, c'est-à-dire que c'est à lui de se donner les moyens de faire les choses. Mais je pense que notre offre permet à cet étudiant de prendre une décision un jour, c'est-à-dire à un moment donné, de cocher son choix en mai ou en juin prochain, mais dans lequel on ne va pas forcément l'enfermer pendant les 5 prochaines ou 3 prochaines années. Je pense que ça, c'est à entendre aussi, parce qu'on sait que c'est difficile. Ce qui a été mon cas quand je suis rentré à voilà, l'ESA. Vivant et qui peut vous l'expliquer.
je suis rentré donc, pour un BTS technico-commercial. Et j'ai eu un encadrement pédagogique quand même assez ferme, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui fait également une force à l'ESA, l'encadrement de nos référents de formation. Et c'est ce qui m'a permis par la suite de poursuivre vers une licence professionnelle, management des activités commerciales, et de sortir diplômé Bac+3, alors qu'à la base, je rentrais pour un Bac+2. Donc ferme, tu entends que c'est quoi exactement ferme? C'est-à-dire les professeurs sont vraiment présents, ils vous surveillent, c'est pas comme à la fac, j'ai envie de dire. Alors, je ne connais pas la fac, comment ça se passe, que je suis à l'issue de mon bac, je suis arrivé directement à l'ESA. Mais voilà, on a un encadrement derrière pédagogique qui est très présent. C'est aussi ce qui fait, j'ai envie de dire, le moindre souci, aussi bien pédagogique ou personnel. Voilà, il y a des référents à l'ESA qui nous accompagnent tout au long de nos formations. Et c'est également le cas pour le programme ingénieur. Je vais laisser Christophe du coup répondre. Oui, on a une grande culture de l'accompagnement. On a beaucoup utilisé ce terme lors de notre entrevue. C'est vraiment l'envie d'accompagner les étudiants, les apprentis dans leur cheminement, dans leurs apprentissages, et puis dans ce qui fait également bien les petites difficultés qui peuvent apparaître à un moment ou à un autre. On a à peu près une douzaine de dispositifs d'appui auprès de nos étudiants qui, derrière, permettent d'aider sur des aspects pédagogiques, sur des aspects d'organisation de la vie étudiante et de la vie personnelle, parce que lorsqu'on arrive dans l'enseignement supérieur, il faut passer du métier de lycéen au métier d'étudiant et ce n'est pas si simple. Il y a une transition. Il y a une transition qui, pour certains, se passe tout seul, pour d'autres ont besoin d'accompagnement. Donc, on a des collègues qui sont disponibles pour également être à l'écoute dans des entretiens de soutien, qui sont formés par des professionnels à la gestion de ce type d'entretien. On a également un psychologue qui est sur place et qui reçoit les étudiants qui le souhaitent sur site ou dans son cabinet. Il y a également du soutien pédagogique par des enseignants, mais aussi également par des étudiants des dernières années qui viennent aider les plus jeunes à bien se saisir de toutes les dimensions. C'est un accompagnement que je dirais étroit avec un regard et un regard bienveillant et le souci d'être là au bon moment pour soulever les difficultés et que les petites difficultés ne deviennent pas des gros bobos qui viennent pénaliser un projet de formation. D'accord. Donc, un accompagnement assez étroit, on a bien compris. Pour bien choisir et bien s'orienter également, ce qui est important, c'est la pratique. Quelle est la part de pratique dans vos formations? Que ce soit au niveau des cours, mais aussi également au niveau des stages. Pardon, ouais, ça va dépendre des formations dans leur mise en œuvre et par rapport également aux ambitions de formation en tant que telles. Bon, quoi qu'il en soit, il y a énormément de pratiques sur tous nos programmes et dès les premières années. En ingénieur, on a un module dédié à la découverte de la production agricole. On a un premier stage sur les exploitations agricoles dès la première année. On a 4 stages qui sont proposés. Un deuxième en deuxième année qui est sur plutôt les entreprises avec un process de production ou de transformation. Un troisième obligatoire qui est, lui, sur la recherche-innovation en bureau d'études, en laboratoire de recherche ou en service recherche-développement dans une entreprise. Et puis le dernier grand stage qui est le projet de fin d'études qui dure 6 mois. Au total, ça fait plus de 60 semaines de stage sur les 5 ans. Donc ça, c'est déjà un gros volet de pratique par les stages. Et puis, au sein de la formation en tant que telle et des cours, il y a énormément de terrain, de visites de sites, de rencontres avec des entreprises qui permettent d'avoir vraiment un vécu appliqué et concret des problématiques et des sujets qui sont abordés. Alors, en BTS, pour la formation par apprentissage, évidemment, beaucoup de terrain puisque les étudiants alternent 15 jours à l'école, 2 semaines à l'école, 2 semaines dans leur entreprise d'apprentissage. Donc, ils sont vraiment au cœur du concret de leur métier et de la formation et de leur formation.
en bachelor, un stage plutôt en fin de première année, puisqu'on aura certainement besoin de construire un petit peu plus le projet en amont. Et voilà, j'ai envie de dire beaucoup, enfin, des sorties terrain, des professionnels qui interviennent et qui viennent parler des problématiques de l'agriculture, de leurs entreprises, de l'alimentation, voilà, des sujets au cœur de nos sociétés et comment on accompagne ces transitions-là. Donc, je pense beaucoup de concret. Pas que du concret, hein. Il faut aussi des cours, il faut aussi partir dans des questionnements et des problèmes. Donc voilà, un peu de tout, mais c'est vrai qu'on est une école concrète. Voilà, je pense qu'on peut dire ça quand même. Et on travaille beaucoup ces allers-retours entre pratique et théorie, avec la volonté d'un ancrage dans le réel et dans les préoccupations de la société actuelle. C'est ce qui fait aussi la force de notre formation, j'ai envie de dire, au niveau des intervenants. Pour la partie, comme disait Hélène, cours, on n'a pas, moi, pour avoir passé 3 ans en tant qu'étudiant au sein du campus d'Angers, les intervenants en BTS, aussi bien qu'en licence pro, il y a une bonne partie qui sont des professionnels. Et également, les enseignants ont, avant, s'ils sont maintenant enseignants, ont un vécu professionnel, j'ai envie de dire. Et c'est une force des parcours et principalement des licences pro, ce qui est une obligation, il me semble, de faire intervenir des professionnels dans les formations. Alors, sur 60 pro, c'est vrai, dans les licences pro, c'est vrai que c'est obligatoire. Après, c'est vrai qu'on fait intervenir des professionnels un peu partout. Et je pense qu'on s'y retrouve tous beaucoup, que ce soit nous en tant qu'enseignants et aussi les étudiants. Et c'est vrai que toute une partie des enseignants ont eu un vécu professionnel avant. Voilà, qui n'était pas dans le métier de l'enseignement. Parce qu'on a quand même un métier aussi là, ici, mais on n'était pas tous enseignants, on n'est pas passé du statut d'étudiant au statut d'enseignant, on va dire. D'accord. Maintenant, parlons un peu de l'expatriation. Est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est obligatoire? Alors, l'international en ingénieur, c'est une expérience significative en international et est incontournable pour avoir le diplôme. Il se réalise pour les étudiants principalement par un séjour d'études d'un semestre dans une de nos 150 universités partenaires. Et il peut également se réaliser sous la forme de stage ou de combinaison de stages. L'international en ingénieur, c'est également les langues vivantes, avec évidemment l'anglais incontournable, avec une validation sur un diplôme externe de langue anglaise comme toute école d'ingénieur qui se respecte. Et puis, c'est une deuxième langue obligatoire, voire une troisième langue pour ceux qui ont envie d'être les plus polyglottes et cosmopolites, avec un grand choix de langues vivantes proposées sur le campus ou juste à côté, hein, évidemment, anglais, espagnol, allemand, mais également polonais, russe, mandarin, japonais, portugais, brésilien, italien. Voilà. Donc, vraiment une grande diversité de choix, avec l'idée derrière, un projet. En fait, c'est d'abord ça, c'est d'être un projet, il faut que ce soit un projet pour nos étudiants, il faut que ce soit au service d'un de leurs projets, un projet de formation, un projet d'insertion professionnelle. Voilà, j'ai vu il y a quelques années un étudiant qui s'est mis au russe parce qu'il s'est pris de passion pour la Russie. Il a décidé que c'est là où il voulait terminer ses stages et c'est là où il voulait eh bien, commencer sa vie professionnelle. Et il s'est mis au russe en 18 mois. Il était opérationnel pour pouvoir… doué en langue quand même. Hein, doué en langue en plus. Doué en langue, pour son cas en effet. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Alors, en BTS, en formation initiale, c'est vrai que dans le projet d'établissement, il y a l'ouverture à l'international. Donc, les BTS en formation initiale peuvent aller en stage entre la première et la deuxième année en Europe, en général, souvent avec une idée aussi d'améliorer leur niveau d'anglais. Donc, certains vont en Irlande, dans des pays comme ça. En apprentissage, c'est forcément plus modeste, mais en fin de première année, les étudiants peuvent partir ou individuellement sur une session de 15 jours, 3 semaines dans une entreprise à l'international, ou alors en voyage collectif. Voilà. Alors, c'est un petit peu plus modeste, c'est un cursus de 2 ans, et c'est vrai, quand on est apprenti, il faut réussir à jouer sur plusieurs tableaux. Le nouveau bachelor aura cette orientation internationale clairement affichée, avec donc à minima un semestre d'études à l'international dans une de nos universités partenaires, un renforcement en langue, et l'idée que vouloir réfléchir
sur l'agriculture, l'agroécologie et les systèmes alimentaires, c'est pas possible de le réfléchir que dans nos frontières et que pour réfléchir à tout ça, il faut aller au-delà. Donc, c'est vrai qu'on espère que nos futurs étudiants bachelor en 3 ans auront cette curiosité d'aller voir ailleurs comment les gens pratiquent et de pouvoir comparer et de pouvoir enrichir tous les systèmes. Donc oui, pas mal d'international aussi à ce niveau-là. On a également des cursus comme le licence pro qui est couplé avec le bachelor néerlandais. Donc, Stéphane, tu peux nous en parler? Alors oui, là on parlait beaucoup admission post-bac. Alors après, on a des vrais cursus internationaux aussi. On a 3 licences professionnelles adossées à un bachelor néerlandais en production animale ou production végétale ou marketing du vin et commerce international, où là les étudiants en 1 an et demi ont une licence pro et un bachelor néerlandais. Et on diplôme aussi des étudiants en master, et là des masters extrêmement internationaux. Un master qui s'appelle Food Identity, qui est labellisé Erasmus Mundus et qui cette année accueille sur 27 étudiants 20 nationalités différentes, voilà, et qui sont là. C'est là qu'on était très contents parce qu'à un moment donné, c'est vrai que notre contexte sanitaire nous a donné un peu de surpoids. Et un master vintage autour de l'œnologie, de la viticulture et des commerces du vin qui est tout en anglais et qui accueille aussi des internationaux et avec des organisations de formation où des semestres ont lieu au Portugal, en Italie. Donc une grande ouverture internationale sur ces niveaux-là. Voilà, je pense qu'on a ce tropisme, comme Thibault le disait, on a beaucoup de partenaires et un bon classement, mais il vient de tout ça, en fait, factuellement. Très bien. Eh bien, on va passer à la partie débouchés, parce que c'est la question, vous avez décidé de centrer ce débat sur une question. Ou doit-on forcément devenir agriculteur après avoir fait l'ESA? Alors moi, je vous la pose cette question, elle est un petit peu, on va dire, forcément un petit peu rhétorique, hein, parce que je pense que la réponse est non. Hein. Mais on va essayer d'y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'agriculteur après vos formations? Alors, on peut, après un diplôme d'ingénieur, on peut choisir d'être agriculteur. C'est de l'ordre de 3% de nos diplômés qui ont un projet court terme d'installation et on a environ 12% de nos alumni, nos anciens, qui sont agriculteurs. Donc, ça veut dire que c'est possible, bien entendu, heureusement. Par contre, c'est en effet une petite part des débouchés. Et les débouchés, eh bien, ils sont à la hauteur de la diversité des horizons que permet un diplôme généraliste. Hein. Donc, on va avoir tous les secteurs d'activité qui sont en lien avec les majeurs dont je vous parlais tout à l'heure, hein, autour des productions primaires, végétales ou animales, autour de l'alimentation, autour de l'environnement, autour du management et de la gestion des marchés, et sans oublier la viticulture œnologie, qui est un secteur à part entière sur lequel on est très bien reconnu. Et après, les métiers, alors après un diplôme d'ingénieur, la majorité de nos diplômés, on va leur confier des missions très vite en lien avec l'innovation, puisqu'un ingénieur est formé à ces démarches d'innovation, de création de produits, de création de références et de connaissances. Et puis, très vite, ils vont pouvoir évoluer. Hein, c'est des carrières assez dynamiques et la possibilité d'évoluer et de rester dans ce secteur ou de changer. Dans les autres métiers après le diplôme, il y a évidemment tout ce qui est conseil technique et scientifique avec ou sans dimension commerciale auprès des producteurs ou auprès des transformateurs. Il y a également tout ce qui est l'animation territoriale, hein, développement rural, aménagement des zones périurbaines, aménagement de la végétalisation dans les villes. Et puis, eh bien, il y a tout ce qui est également autour, pour une petite part, mais présente également enseignement et recherche. Alors, un autre point important, c'est que l'insertion de nos ingénieurs est de très bon niveau et pour l'instant ne montre aucun signe de faiblesse ni de fragilité malgré la situation où certains
secteurs peuvent être impactés. Ce n'est pas trop le cas des secteurs en lien avec le vivant. Et on est à l'heure actuelle toujours avec 85% d'insertion au jour de la remise des diplômes, c'est-à-dire quelques semaines après la fin académique de la formation. Autant vous dire que les opportunités professionnelles, eh bien, elles sont offertes à nos étudiants pendant leur cursus, ce qui leur permet très vite eh bien, de se lancer sur leur carrière professionnelle. Alors, sur les BTS, j'ai envie de dire, l'insertion professionnelle, nos BTS, ce qu'ils ont, certains, en majorité, dans certaines classes, envie de faire, c'est de faire un bac+3, en fait. Donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir souvent à l'insertion professionnelle après la licence professionnelle. Donc, un parcours plutôt BTS, licence professionnelle. Certains s'arrêtent, mais finalement, beaucoup maintenant se disent qu'il faut mieux s'arrêter à L plutôt qu'à un BTS. Hein. C'est ce qu'a fait Thibaut. Hein. Tout à fait. La motivation après est différente parce que là, on rentre dans un grade L, donc dans le programme LMD, licence, master et doctorat. C'est un diplôme un grade de diplôme, j'ai envie de dire, qui nous permet d'être reconnu au niveau de l'international. Parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, c'est mon cas, là-bas, je suis dans le secteur de la pépinière du végétal, qui emploient des personnes en France, mais hors des frontières. C'est le cas, par exemple, avec l'Italie, qui a beaucoup de commerciaux en France et sous des contrats italiens. Et si on a un BTS, c'est un diplôme Bac+2 typique français qui n'est pas reconnu en Italie. Alors, certains de nos BTS s'arrêtent. Alors ça, c'est des diplômes de techniciens. Donc, les métiers, c'est des métiers de techniciens dans les filières, production végétale, production animale. Des gens qui sont… on a un BTS technico-commercial. C'est des gens qui vont être conseillers vendeurs en jardinerie. C'est des gens… Voilà, c'est ce type de métier-là. Quand on fait un an de plus, en général, on passe sur des métiers de cadre intermédiaire, souvent au niveau de l'accompagnement de l'innovation. On peut dire l'ingénieur innove, hein, a dit mon collègue Christophe. Le Bac+3, le licence pro, on l'attend sur l'accompagnement de cette innovation. On peut avoir des tas de bonnes idées d'innovation. Il faut l'accompagner parce que changer ses pratiques, eh bien, c'est quelque chose qui peut avoir l'air très simple quand on le fait sur un morceau de papier ou qu'on prend un règlement. Hein, voilà. Bon, après, il faut le mettre en œuvre sur le terrain. Et là, on a besoin de gens qui sont capables de discuter avec des professionnels venant de différentes filières et qui sont capables d'avoir des réponses techniques et d'accompagner les changements, que ce soit en production végétale, en production animale. Si on veut mettre l'accent sur le bien-être animal, eh bien, on peut avoir des grandes idées, mais il faut des gens de terrain qui vont accompagner ces évolutions-là, des gens qui vont accompagner les agriculteurs, les entreprises sur comment on peut nous intégrer toutes ces nouvelles réglementations, toutes ces demandes de nos clients, etc., tous les cahiers des charges, comment sur le terrain ça se décline. Et là, on a beaucoup les gens Bac+3, en fait. On va dire qu'ils sont beaucoup là sur des métiers finalement de terrain, mais où on réfléchit, où on faut être au cœur de ce qui se fait et être capable de l'accompagner. Et donc, c'est des métiers assez intéressants sur lesquels, si on se déploie bien, je pense qu'il y a aussi des belles perspectives d'évolution, même avec un Bac+3. Je pense que s'il faut se dire ça aussi, finalement, avec un diplôme Bac+3, on fait aussi beaucoup de choses. On en fait beaucoup aussi avec un Bac+5. Mais c'est vrai qu'avec ce diplôme-là, on est peut-être un peu plus sur le terrain. Et c'est ce que souvent recherchent ces étudiants-là, d'être assez sur le terrain, au contact. Puis après, vous disiez, devient-on agriculteur ? Pour certains de nos élèves, clairement, alors pas tous, ce sont des fils d'agriculteurs, un certain nombre, qui s'installent 10-15 ans après leur diplôme. Donc, nous, on les aide à avoir ce premier métier qui va leur donner aussi beaucoup de compétences pour un jour reprendre l'exploitation s'ils le font, puisqu'évidemment, quand ils vont reprendre l'exploitation, ça deviendra leur projet. Et pour que ça devienne leur projet, toutes les formations et l'expérience, le métier qu'ils auront eu va leur donner énormément de clés pour avoir leur projet, pour que ça devienne leur exploitation et pas simplement celle du père, du grand-père ou de l'arrière-grand-père, dans certains cas d'ailleurs. Voilà. On accompagne par exemple des projets de transformation. On a beaucoup maintenant de fils d'agriculteurs qui veulent reprendre de la valeur ajoutée sur un certain nombre de produits et qui se disent « Ok, on a toujours été producteur de lait, on a toujours vendu notre lait. Hein, avec les grosses citernes qui se baladent dans les campagnes. Et ben moi, en fait, je vais transformer mon lait et c'est moi qui vais vendre mon lait et le produit de transformation de mon lait. Donc, je vais faire des yaourts.
Donc, je vais faire, si j'ai des cochons, et ben, c'est moi qui vais transformer et c'est moi qui vais vendre ma viande et je ne vais plus faire vendre ma viande. Et nous, on accompagne, par exemple, beaucoup ces projets-là. Voilà, si on veut être dans le concret de projet d'étudiants. On a une D'accord. licence pro faite pour ça. Donc, on a bien compris que c'était des métiers quand même passion. Il fallait quand même avoir un minimum de passion pour tout ce qui est du vivant. Est-ce que quand on dit métier passion, pour vous, ça veut aussi dire que les salaires sont pas forcément au rendez-vous comparé à d'autres métiers, je pense, auxquels on peut avoir accès avec un diplôme d'ingénieur? Alors, côté ingénieur, les salaires à la sortie du diplôme sont dans la moyenne des salaires des ingénieurs agro, tout type d'école confondu. Et après, c'est des évolutions de carrière qui vont être assez rapides avec des évolutions de salaire assez rapides dans les 5 premières années. Non, quand on dit que c'est des métiers de passion, c'est que c'est d'abord que c'est des métiers où on y vient parce qu'on est passionné par ce que l'on porte. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a forcément une activité professionnelle dans nos secteurs où on peut y mettre nos valeurs et où on peut venir avec ces valeurs faire sa formation, mais également faire une carrière professionnelle où on soit finalement en phase avec ce qui est important pour soi et ce qu'on a envie de porter au quotidien au niveau personnel, mais également du coup au niveau professionnel. Et ça, c'est une vraie chance et ça, c'est vraiment caractéristique de nos formations et de nos débouchés. Oui, parce qu'on peut imaginer que quelqu'un soit passionné par des choses très variées et diverses et pas forcément par l'agriculture. Nous sommes assez ouverts de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que c'est des métiers où, quelque part, il y a… Ce qu'on peut y trouver aussi, c'est que finalement, il n'y a pas trop de routine. Alors, il y a des saisons, mais il n'y a pas forcément de routine. Une année sur l'autre, c'est pas pareil. Alors, hein, on dit toujours, une fois on a trop d'eau, une fois on n'a pas assez, mais du coup, on a toujours des problèmes différents à régler. On a un contexte qui change, on a un climat qui change, on a beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il n'y a pas de routine, parce que la base de compétences qu'on a, il va falloir la déployer dans des cadres différents au long de sa carrière. Et on ne cultive pas en 2020 comme on cultivait en 2000 et comme on cultivait en 1980. Et finalement, c'est ça aussi l'intérêt. C'est qu'il y a beaucoup d'évolutions. Alors, il y a sûrement beaucoup d'autres métiers comme ça aussi, mais nous, en tout cas, on connaît celui-là. Donc, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Et quand on travaille avec le vivant, de près ou de loin, il y a énormément d'enjeux, énormément de paramètres que l'on ne contrôle pas, avec lesquels on doit faire, avec beaucoup d'enjeux à relever. Hein. On a parlé des enjeux environnementaux, de la biodiversité, du changement climatique, d'être plus économe en utilisation de ressources naturelles. Les problématiques également d'alimentation et d'avoir assez de production pour subvenir aux besoins alimentaires. Tout ça, ce sont des enjeux nobles, c'est des enjeux qui sont très complexes, mais du coup, qui permettent à chacun d'apporter sa richesse et puis son intelligence au service du problème à résoudre et à surmonter ensemble. Très bien. Donc, on s'en a bien compris, on ne s'ennuiera pas si on exerce un des métiers que vous avez cités. Maintenant, revenons un petit peu en arrière. Encore une fois, quand on est à l'école, on n'est pas encore diplômé. Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on a le temps de s'ennuyer en dehors des cours? Quelle est la qualité de votre vie étudiante et également dans la ville, Angers? Mais écoutez, des étudiants à l'ESA qui s'ennuient, j'avoue que j'en connais pas. On les sent assez épanouis quand on les croise, mais après, voilà. Et très attachés à la culture de l'école, qui est une culture d'initiative, qui est une culture de vivre ensemble. Sur Angers, on a la chance d'avoir un très beau campus arboré en cœur de ville avec de très belles installations pour les étudiants. Et la vie étudiante, du coup, elle est belle à l'ESA.
Elle est très dynamique, hein, avec, avec des BDE, hein, pour chacun des programmes qui sont très actifs, qui sont en lien. Ils se coordonnent et ils travaillent ensemble entre les BDE de chaque programme. C'est également une vingtaine d'associations très actives. Alors évidemment, l'association sportive, hein, avec plusieurs clubs et notamment des clubs de rugby qui sont très dynamiques sur la place d'Angers ou ailleurs. Et puis, c'est également, eh bien, par exemple, une association qui va s'intéresser à toutes les solutions alternatives au service du développement durable, avec des événements qui sont ouverts sur la ville, ouverts aux citoyens de la région angevine. C'est également une sur l'apiculture, une sur le club fromage, le club œnologie, voilà, le club abeille. Voilà. Voilà. Donc, il y en a pour toutes les passions et ça fait du coup une vie étudiante très riche et qui en tout cas, laisse personne indifférent. Oui, c'est pour avoir fait, malgré que j'ai fait un parcours 3 ans à l'ESA, mais en apprentissage. L'intégration se fait aussi. C'est pas parce qu'on est apprenti qu'on ne profite pas de la vie étudiante sur Angers, mais également au sein du campus. Voilà. Parce que oui, il y a une vie au campus, mais on a aussi une vie étudiante, j'ai envie de dire, de cours. On a une vie à côté qui est vraiment la vie sportive ou culturelle parmi la vingtaine d'assos qu'on a cités. Et c'est vraiment une force de l'ESA. C'est plus de 300 étudiants qui sont engagés. Et pour ceux qui ne sont pas angevins, moi je ne suis pas angevine, hein, je viens de l'Est. C'est une ville agréable, il faut reconnaître, hein, quand même quand on vient de loin. C'est une ville verte, c'est-à-dire qu'on est tout le temps à côté d'un grand espace vert où aller tout le monde le dimanche matin, court, pédale, promène son chien, se balade. Beaucoup de gens dehors quand même. 40 000 étudiants à peu près, donc ça donne une ville jeune, mais pas énorme. On n'est pas dépassé quand même. Hein. Elle est à taille humaine. Elle est à taille humaine, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et on peut, alors vous verrez sur notre site, on peut venir en vélo, ce que nous faisons avec mon collègue tous les jours. Hein, nous venons en vélo. Et je pense que voilà, c'est une ville de taille agréable et agréable à vivre globalement. Ça, c'est vrai que si vous êtes loin, vous pourrez découvrir Angers. Ça se tente en fait, hein, même quand on n'est pas d'ici. Voilà, moi j'ai envie de dire ça. Très bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser quelques minutes, enfin plutôt 1 minute, on ne va pas aller plus loin, pour conclure. Si vous voulez vous adresser directement aux personnes qui nous regardent et qui sont intéressées par vos formations, allez-y, c'est à vous. Que vous dire pour conclure? C'est toi Thibaut qui conclut? Voilà, j'ai envie de dire, venir étudier à l'ESA, c'est traiter des enjeux des transitions de demain, les transitions agroalimentaires, les transitions environnementales, les transitions numériques et les transitions agricoles. C'est vraiment nos 4 axes stratégiques à l'ESA et ce sur quoi on va vous accompagner, que ce soit des cursus post-bac +2 ou 5 par le cursus ingénieur ou 8 si vous souhaitez poursuivre davantage. Voilà. C'est vraiment... Pour répondre à la problématique de départ, venir à l'ESA, non, c'est pas être agriculteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime mettre en avant, car il y a une palette de métiers qui est très large, comme l'ont évoqué tout à l'heure Christophe et Hélène, des métiers dans la communication, l'expertise, le conseil, la production, la transformation. C'est vraiment une diversité de métiers à l'issue des cursus. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'avoir été présents pour répondre à toutes les interrogations que vous pouvez se poser sur ces métiers-là, sur votre école, sur la vie étudiante également, on en a parlé. Merci beaucoup à vous derrière l'écran de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo dans Choisis ton orientation. Au revoir.